je suis Thierry Allais, je suis artiste peintre. Je crois que je suis né sur un bateau. Mais j'ai été emmené tout de suite en Guadeloupe. Et en fait, on ne sait pas bien où je suis né. Pour aller vite, je suis né en Guadeloupe et j'ai vécu à Basse-Terre sous la protection de ma grand-mère jusqu'à l'âge de 17 ans. Et à 17 ans, je pars en Martinique faire des études d'art. Et après, à 25 ans, je pars à New York faire aussi des études d'art à Pratt Institute. Et au bout du compte, je pensais que je serais resté 1 an ou 2 ans à New York et j'y suis encore. Mais je passe beaucoup de temps en Guadeloupe. J'ai une petite fille de 8 ans et voilà, donc je passe mon temps comme ça à faire de la peinture, à peindre, à exposer et aussi à organiser de grandes expositions pour moi et aussi pour les artistes autour de moi. Beaucoup en Guadeloupe mais aussi partout ailleurs. Mon premier contact avec l'art est un peu... Il y a plusieurs façons de voir les choses. Donc je ne pense pas qu'on devienne artiste pour un événement ou pour une chose. Je pense que c'est un ensemble de choses. Mais une chose dont je me suis rendu compte il y a très longtemps après, disons. Comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi sous la protection de ma grand-mère. Et un jour, en fait, j'ai pris un oreiller, une tête d'oreiller. Et j'ai fait un dessin sur la tête d'oreiller au feutre. Alors je me rappelle les difficultés que j'avais eues parce que le feutre ne glisse pas naturellement sur le tissu, disons. Et aussi la couleur à mesure qu'on dessine ou qu'on rature ou qu'on colorie, la couleur s'estompe, donc changer les couleurs. Je me rappelle de ça, j'avais 6 ans ou 8 ans, je ne sais pas quel âge, j'étais petit en tout cas, j'étais enfant. Et j'étais un petit peu découragé, mais enfin j'avais quand même fait ça. Et j'ai mis la tête d'oreiller dans le placard et j'étais dormir. Et le soir, la nuit, cette nuit-là, ma grand-mère me réveille. Et étrangement, ma mère était venue nous rendre visite. Et quelque part, je me demande si... et elle est repartie, naturellement. Mais je me demande quelque part si, dans mon subconscient, je peins pas en me disant que si je peins, ma mère reviendra. Et je sais pas, on peut dire que c'est l'explication freudienne, disons, de pourquoi je suis artiste. Il y en a d'autres, mais on va parler de celle-là aujourd'hui, si vous voulez. Mon parcours d'étudiant est un parcours en zigzag, beaucoup. Au début, je voulais être styliste ou créateur de mode. Et donc quand j'étais au lycée, je créais beaucoup de vêtements, je dessinais des vêtements particuliers. Je traînais un peu avec des gens comme Thierry Castard à l'époque, comme Cassin, un peu Mondello, mais de loin disons. J'avais fait aussi un petit défilé de mode en tant que mannequin entre guillemets dans des boîtes de nuit. Une fois je défilais avec Tania Saint-Val, c'était marrant. Et donc je voulais faire ça, mais je n'ai pas été accepté dans les écoles de mode à Paris. Et donc j'ai été accepté à l'école d'art de Martinique en première année. Mais c'est pas tellement que j'étais accepté, j'étais un peu toléré, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on m'a dit non, qu'on ne pouvait pas m'inscrire, mais qu'on voulait bien me laisser comme, je sais pas, une sorte de faveur, je sais pas d'où ça venait. Peut-être du fait que ma mère était galeriste et avait exposé pas mal d'artistes comme Les Sluin, comme j'oublie le nom de ces artistes, mais en fait des artistes un peu de la génération d'avant nous. Et donc on m'a toléré un peu dans l'école d'art. Mais comme j'étais en Martinique et que j'avais rien d'autre à faire, j'y allais tous les jours, j'étais là avant tout le monde et je partais après tout le monde. Et donc à la fin de l'année, j'étais parmi les meilleurs étudiants. Je passais beaucoup de temps avec Henri Tolio, qui était probablement un des meilleurs
artistes, un artiste qui a un sens de la peinture et de la couleur, une touche, disons, vraiment fine. Et donc j'ai passé l'année comme ça à apprendre à dessiner, à peindre, à faire du dessin technique, à faire de la sculpture, de la céramique, enfin, etc. Et donc à la fin de cette première année, on m'a dit non, il faut refaire la première année l'année prochaine parce que je n'étais pas inscrit. Et donc l'année d'après, je suis revenu et comme dit comme fait, on m'a remis en première année. Et j'ai fait une sorte de petit chantage quand même au directeur, c'est M. Xavier à l'époque. Mais je pense que j'étais soutenu par Ernest Breuler, dans le sens où c'était clair que j'avais pas ma place en première année. Et donc ils ont trouvé une façon, une pirouette administrative, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé une façon de m'intégrer en seconde année. Et donc je suis passé en seconde année, j'ai fait mes 5 années d'école d'art en direct à Martinique. Et à la fin de cette année-là, j'ai fait une exposition au presbytère de Sainte-Thérèse qui s'intitulait Le Roi déchu. Et cette exposition a eu un succès important. Et juste après, j'ai fait une autre exposition où j'ai exposé les têtes qui rient, mais grands visages qui rient. Et cette exposition m'a valu d'être invité sur le plateau de Michel Fields, le Cercle de Minuit. Et donc je me retrouve sur le plateau avec Patrick Chamoiseau, fraîchement prix Goncourt, Édouard Glissant, je pense que Marie-Josée Ali était sur le plateau aussi, il y a quelqu'un d'autre, il y en avait d'autres, enfin un plateau assez cossu disons. Et Michel Field avait fait le déplacement de Paris directement, pour venir en Martinique. Et du coup je me retrouve là avec mon diplôme, j'ai 22 ans, même pas, 22 ans. Et je suis avec tous les grands de Martinique, quoi, disons. Et donc j'étais un petit peu poussé un peu hors de la Martinique. Alors j'avais la possibilité, j'avais commencé à faire des études pour avoir le CAPES à l'IUFM, je crois que c'est ça. Mais tout me poussait. J'avais rencontré aussi Marc Latamy, qui avait lui amené Armand, un artiste sculpteur. Et donc j'avais discuté avec Marc, avec Armand, et Marc lui était à New York. Et je lui ai dit que voilà, que moi, comme je suis là, que j'ai rien d'autre à faire, je ne sais pas où aller après, que j'aimerais bien aller à New York. Et donc Marc est rentré à New York et il m'a envoyé par FedEx le formulaire d'inscription pour toutes les écoles d'art de New York. Et donc je me suis inscrit partout et j'étais accepté à Pratt Institute qui est parmi, je sais pas, les top 5 en tout cas, à peu près au moins top 5 de New York. Et donc je suis parti comme ça, un peu tout seul. Et donc je connaissais une personne à New York, c'était Marc, qui m'a accueilli, qui m'a montré certains endroits, etc. Et après, bon, j'étais à l'école d'art, j'ai commencé à travailler et pour plusieurs galeries et dans le monde de l'art, quoi. Et donc du coup je suis resté, j'ai exposé, j'ai aussi organisé des expositions et Pool Art Fair est né à New York d'ailleurs en 2004. En tant qu'étudiant, mes études étaient en Martinique, donc j'étais beaucoup en Martinique, un petit peu en Guadeloupe. Et d'ici là, ma mère était revenue en Guadeloupe. Et donc elle s'était installée et elle avait une galerie d'art. Et l'ambiance, c'est des longues études. Je veux dire, c'est presque 7-8 ans parce que j'ai eu un temps entre Martinique et New York. Donc l'ambiance a changé. Enfin, c'est un temps qui s'étend. Hein, donc on ne fait pas les mêmes choses en première, deuxième, troisième année qu'en quatrième ou cinquième année, ou même dans la transition après, quoi. Mais je peux dire ce que j'ai appris. Par exemple, j'ai appris qui est différent de ce qu'on apprend dans les écoles peut-être de New York ou de grands pays. J'ai appris à faire beaucoup de choses moi-même. C'est-à-dire que la différence que je peux voir, c'est que la Guadeloupe et la Martinique sont des pays où les artistes font beaucoup eux-mêmes, où c'est moins compartimenté. Alors que peut-être dans les écoles d'art des grands pays, comme le monde de l'art lui-même est plus structuré, il est aussi plus compartimenté. Et donc pour moi, c'était plus naturel d'organiser
d'organiser mes expositions, d'organiser des expositions avec d'autres artistes quand je suis arrivé à New York, parce que c'est un petit peu l'ambiance qu'on avait en Guadeloupe et en Martinique. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens avoir aidé plusieurs artistes à monter leurs expositions, Ernest Broller, Ismaël Mundaray, François Sergio. On travaillait beaucoup de façon très très proche avec ces artistes qui étaient aussi nos professeurs. Et puis il y avait une présence aussi importante de la DAC en Martinique, en tout cas en Guadeloupe aussi un peu moins. Mais disons que voilà, mais en tant qu'étudiant, je pense que c'est une vie d'étudiant comme toutes les autres, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le monde de l'art, mais on est aussi à la fois dans nos études, dans notre propre recherche, et aussi dans une volonté et une nécessité de survivre. Donc je travaillais dans des restaurants, je faisais des fresques, on a fait beaucoup avec Henri, des fresques sur des rideaux, pour des magasins, des choses comme ça. Et à New York c'était plus court, hein, c'était juste 1 an en tant qu'étudiant. Donc ce qui m'intéressait à New York, c'était moins l'apprentissage de l'art à proprement parler, parce que j'avais le sentiment d'avoir beaucoup peint, d'avoir beaucoup appris, beaucoup avec Ernest Broller, mais c'est des choses qui sont différentes. D'une part, à quel point il y a des pratiques de la peinture qui sont très différentes. Par exemple, à l'école d'art de Martinique, le réalisme, par exemple, ne sont pas des choses qui sont tellement enseignées, qui sont tellement, disons, poussées. Alors qu'à New York, il y a pas mal d'artistes qui faisaient des œuvres plutôt réalistes ou très figuratives. Et puis aussi le système d'études aux États-Unis, c'est un système qui est différent, c'est-à-dire qu'en fait je me retrouvais à 25 ans avec des personnes qui avaient arrêté leurs études pendant 10 ans, qui revenaient. Alors il y avait des niveaux très différents, mais ce qui était fascinant, c'était le fait de pouvoir parler d'art en train de se faire, c'est-à-dire que en Martinique, à l'école d'art de Martinique, on parle beaucoup de l'art en train de se faire aussi, mais beaucoup plus de l'art, de l'histoire de l'art, même récent, hein, c'est-à-dire même l'art moderne ou par exemple ou même Basquiat, etc. Mais quand on est à l'école d'art en Martinique et qu'on connaît Basquiat, Basquiat il est déjà en première de couverture du New York Times, quoi, disons. Il est vivant, donc c'est en train de se faire. Hein. Mais disons que par exemple à New York, on peut parler autant de Basquiat que de Andy Warhol, que de Picasso, mais que de très jeunes artistes qui, par exemple, qui étaient à l'école avant nous, il y a 2 ans avant nous, qui a maintenant une exposition par exemple, je pense à Anthony Goicolea, par exemple, qui était à l'école avec moi et qui 1 an plus tard avait une très grande exposition à International Photography, enfin, au centre IPC, je pense, au centre de photographie sur la 6e avenue. Et donc il y a cette espèce de proximité entre ce qu'on apprend et ce qui se passe en temps réel. C'est un peu ça. Donc je peux un peu parler, c'est un peu ce que je peux dire de mes années étudiantes, à savoir que j'ai toujours voulu être étudiant. Depuis petit, je me suis toujours posé cette question de ce que c'était qu'une vie étudiante, et j'ai toujours voulu être étudiant aux États-Unis. Et c'est tombé bien parce que quand je suis allé à Pratt Institute, Pratt c'est, je pense, la seule école d'art qui a un campus, c'est-à-dire un grand jardin, il y a des pommiers. Et donc c'était un petit peu une idée comme ça que j'avais quand j'étais petit. Mon travail de peinture est un travail qui a l'air d'aller un peu dans tous les sens, mais je fais des choses, principalement je fais des manuscrits, c'est des toiles ou des fresques avec des écritures. Je fais aussi ce que j'appelle des têtes qui rient, donc sur de grands visages qui sont en train de rire. Et je fais des dessins aussi, ce que j'appelle des dessins cathartiques. Ce sont des dessins qui sont à l'encre de Chine. Le point commun qu'il y a entre les 3 séries, c'est cette volonté de dissocier l'apparence, c'est que la surface et le fond, disons, l'apparence et la réalité, quelque part. J'ai toujours été interrogateur, disons, quand je marchais, surtout quand je marchais dans les rues de Fort-de-France. J'habitais dans un quartier qui s'appelle
comment ça s'appelle, Sainte-Thérèse. Et là, je marchais beaucoup parce que j'avais pas de voiture, j'avais pas encore de moto. Et je passais devant les maisons, devant les portes, et je me demandais comment ça se passait à l'intérieur. Et j'étais un petit peu marqué par ça. Et souvent, je regardais, en tant qu'artiste peintre, on cherche des couleurs, on cherche des compositions, parfois abstraites. Et donc, je voyais souvent des murs. Et ce qui me fascinait, c'est que je voyais des murs qui étaient peints, mais qui n'étaient pas peints complètement, par exemple. Et donc, je me faisais toujours des films. Je me disais, tiens, peut-être que le gars il a commencé à peindre et que le téléphone a sonné, et puis la peinture a séché, et il n'a jamais eu le temps de recommencer, ou peut-être qu'il a commencé et qu'il n'y avait plus de peinture. Et donc, il y avait souvent ce genre de choses, et donc j'essayais de décrypter un peu ce qui se passait à l'intérieur des maisons sur les apparences. Et donc les têtes qui rient, par exemple, c'est un petit peu ça, c'est le masque social, beaucoup. C'est aussi une critique de la société, c'est un rappel aussi du rapport de domination. Par exemple, les têtes qui rient ont toujours des yeux bleus et des cheveux blonds. Alors j'ai un petit peu laissé tomber les cheveux blonds, mais ils ont toujours les yeux bleus, par exemple. Le manuscrit, les manuscrits en fait sont des écritures dans lesquelles on n'a pas, il y a un bateau qui passe. Ce sont des écritures dans lesquelles on n'a pas il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de majuscule, enfin tout est en majuscule, et donc on perd complètement le sens. Quand on regarde le tableau, on perd le sens de ce qui est écrit. On voit juste l'apparence du texte, mais on n'a pas le sens du texte directement, sauf si on va le chercher. Et avec mon écriture, c'est un petit peu difficile. Et donc c'est une façon pour moi de dissocier l'apparence du sens ou du fond. Et les dessins cathartiques, souvent, c'est un petit peu le contraire. C'est là où j'essaie de laisser le fond de mon esprit, disons, divaguer. Et j'essaie de faire des choses qui sont les plus libres possibles. Mais à l'intérieur du dessin cathartique, il y a beaucoup d'insertions, d'incisions, de trous, de relations un petit peu violentes. Et cette violence qu'on trouve dans les dessins, c'est ce que j'appelle de la violence collatérale. C'est-à-dire que ce sont des violences qui sont produites, ou des incisions, des insertions qui sont produites dans le sens où en fait on va chercher quelque chose, et pour chercher ou pour trouver la vérité, parfois pour savoir ce qui se passe derrière un mur ou derrière une situation, on est obligé de franchir un pas qui fait que ça crée de la souffrance, de la peine. Et donc c'est une violence que j'appelle un peu collatérale, qui est là dans le sens d'aller vers quelque chose d'autre, mais qui n'est pas le but principal. Donc c'est un petit peu ça les trois choses sur lesquelles je travaille depuis plusieurs années. Quand je suis arrivé à New York, il y avait un gars avec qui je partageais l'atelier. Il me dit, tu sais, il y a une expo, tu peux venir exposer. J'étais là depuis 1 mois ou 2 mois, enfin pas plus en tout cas. Je me dis, tiens, aussi facile que ça, aussi simple que ça. Je dis, ok. Il me dit, oui, c'est un grand rassemblement d'artistes, tu viens avec ton tableau, tu t'inscris et tu accroches. Super. Donc j'arrive, c'était à Broadway, je pense que c'était 560 Broadway, je suis pas sûr, mais je crois que c'était 560 ou 580 Broadway, ou 480, non, peu importe. C'était à Soho, sur Broadway, à l'étage. Et donc j'arrive, il y a une salle immense, une galerie énorme, et un paquet d'artistes. Et donc je vais au comptoir, je monte mon œuvre, et je donne mon nom, et on me dit voilà, que je peux accrocher là. Et donc j'accroche mon tableau avec, je sais pas, 300 artistes, quoi. Et le soir, il y a un vernissage, il y a des milliers de gens, il y a la queue dehors et tout. Je me dis, tiens, c'est assez incroyable. Et cette organisation qui faisait cette exposition s'appelait OIA, Organization of Independent Artists. Et donc, c'était une organisation d'artistes indépendants qui permettait aux artistes d'exposer, mais qui essayait un peu de pallier la difficulté ou disons l'espèce de passage obligé d'avoir une galerie et d'être recommandé, etc. Et j'avais trouvé ça assez impactant. Et aussi venant de Guadeloupe et de Martinique, où aussi on était un peu des self-made men, hein, parce que tout le monde organisait son expo soi-même, sauf ceux qui avaient la chance d'exposer chez ma mère. Et donc ça m'a un peu marqué. Et après il y avait une nouvelle réunion avec les artistes
de cette organisation, donc j'y suis allé, c'était rempli, mais l'association, malgré toute sa bonne volonté, n'a pas survécu. Et donc elle est restée comme ça en plan. Et ça m'a un peu marqué. Je me suis dit c'est un petit peu étrange d'avoir autant d'artistes, autant de personnes et de ne pas pouvoir survivre. Et je trouvais ça un petit peu étrange. Donc moi je continuais un peu ma vie et j'ai continué à aller à l'école d'art, etc. Et bien plus tard en 2000, je me suis dit tiens, j'avais gardé cette idée de cette association et en même temps je venais de la Guadeloupe, de la Martinique, on avait l'habitude de faire les choses nous-mêmes. Et aussi, je suis français et en France, on a cette tradition de salon d'artistes qui n'existe pas, ou peu, en tout cas qui n'existait pas du tout à l'époque à New York. C'est-à-dire que les salons tels qu'on les connaît maintenant, la FIAC, Art Basel, Art Show, etc., Scope, Volta, tout ça, ce sont des salons de galeries. C'est-à-dire que les galeries louent les stands à l'organisation et ce sont les galeries qui présentent les artistes. Les artistes ne peuvent pas prendre un stand eux-mêmes. Et donc ça c'est le modèle qui existait aux États-Unis à l'époque. Les foires les plus importantes c'était Art Chicago, Art Miami, Art Show commençait, Scope n'avait pas vraiment commencé mais un petit peu. Je crois que Scope n'avait pas commencé peut-être, mais je suis pas sûr. Et donc là je me suis dit tiens pourquoi pas un peu dans la lignée de OAE, un peu dans la lignée de ce qu'on fait en Martinique, en Guadeloupe, un peu dans la lignée aussi du salon des indépendants de comment il s'appelle, de Toulouse-Lautrec et j'oublie le nom de l'artiste, de 1887. Enfin des salons d'artistes français, un peu dans la lignée de ces salons-là, j'allais proposer un salon. Et donc mon premier salon s'appelait New York Independent Art Fair. On a fait ça en 2000. Mais pour ce salon, on ne faisait pas payer les artistes. Donc j'avais trouvé un système où on avait des commissaires d'exposition et on avait trouvé un sponsor qui était un magazine. Et donc c'était un salon très sympathique. On a fait ça en plein Chelsea dans un hôtel un peu pourri, mais c'était quand même bien. Et on a exposé, par exemple pour la première fois, non c'était pas là qu'on a exposé à Yana, mais on a exposé à Yana, on a exposé d'autres artistes qui sont devenus plus importants après. Mais le sponsor lui a failli et donc on s'est retrouvé un petit peu à ne pas pouvoir payer toutes les dettes. Et le salon est resté en suspens pendant 4 ans et on est revenu 4 ans plus tard en 2004 sous le nom définitif de Pool Art Fair. On a fait ça dans un hôtel qui était à côté de chez moi, à la 25e rue. Et là on a exposé Ayana Felicia Jackson la première fois. On a fait venir aussi Jean-François Manicom. Et puis voilà, donc le salon Pool Art Fair a commencé comme ça avec, c'était le premier salon d'artistes de New York. Et après on a eu plusieurs éditions à New York, à Miami. Et en 2009 on a fait la première édition en Guadeloupe et ça continue à grandir. Voilà. Le salon Pool Art Fair est un salon dont l'ambition est de développer l'art contemporain en Guadeloupe. C'est différent que de développer l'art contemporain guadeloupéen ou l'art contemporain des artistes guadeloupéens. C'est vraiment de développer l'art contemporain en Guadeloupe parce que je pense que c'est à partir de là que les artistes, eux, peuvent se développer. Il faut qu'il y ait un contexte. Sans contexte, on ne peut pas grandir, quoi. C'est comme une graine, elle a besoin du sol et le sol doit être multiple et riche. Donc ça, le salon permet ça. Les salons en général, Pool Art Fair, Art Basel, mais même les autres salons, Batimat, le salon de l'auto, quel que soit, les salons en général sont par essence, structurellement, des moteurs de développement importants pour la profession et pour le territoire. Donc ça, c'était mon ambition de ce point de vue, c'est de faire qu'il y ait un événement qui permet de développer la profession et qui permet aussi de développer le territoire dans le sens de cette profession. Et ça permet aussi à cette profession, à l'art, à la culture, d'avoir une place plus importante aussi dans le dialogue sociétal, disons. Je veux dire que si les artistes deviennent plus importants, on peut plus compter avec eux, disons. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je disais tout à l'heure, j'étais frappé par
OIA, Organization of Independent Artists, où en fait il y avait une sorte de volonté, ce que j'appelle une volonté inclusive, c'est-à-dire une volonté de permettre à faire en sorte que le maximum de personnes puissent participer. Un peu en aparté, mais pas tellement loin, je peux citer par exemple ce film qui m'a marqué, qui s'appelle Come Sunday. C'est l'histoire d'un prédicateur à succès, mais qui perd son église, sa Mercedes, sa maison, parce qu'il décide d'intégrer les homosexuels dans l'église. Et donc ça va très mal pour lui jusqu'à ce que ça aille mieux et qu'il lance un nouveau courant dans l'église américaine qui s'appelle Inclusive Faith. C'est-à-dire, c'est ça, c'est une politique inclusive, et moi c'est ce en quoi je crois. Je pense que personne n'est né tout grand et que c'est très facile de critiquer, mais c'est plus utile d'avoir une main tendue si on veut vraiment participer au développement, d'une part. Et d'autre part, d'un côté, je pense que c'est ce qui fait le succès, à vrai dire, du salon, parce que le salon est la grande exposition la plus longue, la plus pérenne de l'histoire de la Guadeloupe. On a eu Carifesta ou quelque chose comme ça, on a eu Indigo, on a eu Arbemao, on a eu plein d'autres expositions qui n'ont pas tenu, justement parce que les personnes et les artistes étaient un peu axés sur un modèle qui est un modèle qui ne va pas nous servir, à vrai dire. C'est-à-dire que naturellement, tout le monde veut être Art Basel, de la même façon que tous les couturiers veulent être Yves Saint Laurent ou Christian Dior ou Chanel. Mais si un couturier commence, un couturier qui vient en Guadeloupe commence et qui décide qu'il ne va faire que des robes à partir de 1500 €, je ne sais pas si c'est une bonne idée, ni pour lui, ni pour sa création, ni pour les gens qui aiment la mode, ni pour l'environnement. Je ne suis pas sûr. Et donc, moi, mon ambition, c'est vraiment de permettre aux artistes ou aux personnes qui ne sont peut-être pas encore artistes, mais qui ont, de mon point de vue, un potentiel de développement. Et c'est sur cette base que je choisis les artistes qu'on expose. Et donc, ce que je dis souvent, c'est que personne n'est né tout grand. Les artistes, parfois, ou les grands critiques, c'est marrant les critiques, parce qu'en fait, tout le monde critique. Mais je sais pas, moi j'attends encore d'avoir un livre d'un critique d'art en Guadeloupe. Le seul que je connais, c'est celui de Stonko, qui est en fait une thèse, c'est pas vraiment un livre. Et enfin, en tout cas, tout le monde a un avis, mais personne n'est né tout grand. Et je pense que il faut qu'on puisse permettre au territoire de nourrir les talents. D'encourager ceux qui veulent se lancer dans quelque chose qui est un petit peu compliqué, qui est pas seulement la peinture, mais disons même une carrière en tant qu'artiste. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire. Je ne vais pas nommer de nom pour ne pas les gêner, mais il y a beaucoup d'artistes qu'on m'a reproché d'exposer et qui aujourd'hui se retrouvent bien avancés dans leur carrière, qui sont achetés par Beaux-Arts Magazine par exemple, qui sont invités à exposer un peu partout en résidence. Et pourtant ces artistes, même moi des fois j'avais un doute. Donc ce que je cherche, c'est vraiment de savoir si ce que l'artiste est en train de faire là, même si c'est pas prêt, c'est de savoir si ça a un avenir. Et c'est ça que je cherche. Et pour l'instant, je suis plutôt content. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Parce qu'on me demande pourquoi j'ai fait ce choix, mais je ne sais pas si on a le choix de faire autrement. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Vous voulez prendre quoi, les 5 ou 10 bons meilleurs artistes et faire la même foire chaque année? Je veux dire, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi. Donc voilà.